Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième conférence impromptue de cette deuxième année du coup. Je refais pas tout l'inventaire, mais disons que cette année, donc je le redis rapidement, on est sur la deuxième année, donc on n'a pas voulu refaire la première. La première année, on avait été vraiment sur une traversée du territoire, du livre d'artiste. Cette année, on est un petit peu décalé, on est toujours sur la question de l'édition, bien que la dernière fois, on en a finalement vu assez peu, parce qu'on a manqué un peu de temps, c'est pas très grave. Mais on est sur des monographies d'artistes, donc vraiment 3 temps, 3 artistes. Filiou aujourd'hui, je vais en parler, Robert, Bob, Opalka le mois dernier, et le mois prochain, normalement Tom Phillips. Mais je vais peut-être modifier le programme. J'aimerais bien faire du chant. Comme ça serait fait. Et ça collerait mieux à la thématique de cette année. Donc l'idée, c'est de prendre des artistes issus de la pratique du livre d'artiste, qui ont une vraie production de livre d'artiste, et à la fois de présenter leur travail, de manière générale, leur travail en particulier dans le domaine du livre d'artiste, et leur vie. Puisque les 3 artistes que je présente sont des artistes qui ont étroitement lié leur art et leur vie. Ce qui n'est pas le cas de tous les artistes, loin s'en faut. Mais cette approche-là m'intéresse moins particulièrement. Elle me semble toujours extrêmement riche en termes de créativité. Voilà. Alors, l'artiste que je vous propose aujourd'hui, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien, en même temps, c'est pas très connu, étrangement. C'est Robert Filiou. Robert Filiou, qui est un artiste lié à la mouvance dite Fluxus, qui est un mouvement, tout en parler de mouvement, ça reste à voir, mais en tout cas c'est un des grands mouvements au sens presque énergétique, quoi, plus qu'au sens de la confédération d'un certain nombre d'artistes dans un regroupement d'avant-garde, etc. Mais c'est quand même, on va dire, un mouvement. D'ailleurs, Fluxus, c'est le flux, quoi. Hein. C'est vraiment cette idée du flux de la création, du flux des personnes, des identités. On est dans les années 60. Tout au long des années 60, mais Fluxus va s'enrichir comme ça d'un espèce de réseau international d'artistes. Parmi les plus connus, vous aurez Joseph Beuys, que vous connaissez peut-être, Nam June Paik, qui est moins connu, mais qui est très connu dans le champ de la vidéo, etc. Filiou, bien entendu, Yoko Ono, par exemple, qui est connue pour être la femme d'eux, mais qui est également une grande artiste plasticienne. Le mouvement Fluxus, peut-être rapidement, parce que je pense que ça servira à porter un peu le travail de Robert. C'est un mouvement qui va être un mouvement vraiment de grande remise en question des pratiques artistiques telles qu'elles existaient jusque-là. C'est le cas d'un petit peu tous les grands mouvements des années 60. Vous savez, dès qu'il y a une guerre, en général, après la guerre, ça explose en matière artistique. Hein. Donc c'est vrai que fin 50 et ensuite toutes les années 60, c'est un moment de grand renouveau. On aura la même chose à partir des années 18. Hein. C'est pareil, les années folles, les années 20, c'est le renouveau après le souffle, après la guerre. On reprend une espèce d'énergie, de désir de vivre qui permet aux artistes de tout démonter, quoi, d'avoir envie de tout démonter. Ils n'ont pas peur de démonter en masse. Et c'est intéressant notamment parce qu'on va voir que Fluxus, c'est au début, par exemple, il s'appelait Néo-Dada. Et Dada, c'est les années 20, années 15, si on prend vraiment l'origine avec Duchamp et Picabia, mais c'est vraiment des énergies très proches, c'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas souci du bien faire, n'ont surtout pas le souci de la belle institution et de la belle œuvre. Ils sont au contraire dans ce qu'ils appelaient, Duchamp appelait l'anard, quoi. Il disait que je suis un anartiste, c'est-à-dire un mélange entre artiste et anarchiste. Une manière vraiment d'envisager, de défaire toutes les conventions techniques et toutes les conventions morales aussi au sein de la pratique pour aller vers une pratique de vie. Hein, et c'est intéressant même par rapport à la thématique, l'art et la vie. L'art de livre, ce que j'ai nommé cette année, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut relier une pratique artistique, une pratique d'édition et une pratique de vie. Et c'est des gens qui vont chercher non seulement à rejoindre leur vie à eux, biographiquement, à leur pratique, c'est un peu le cas de tous les artistes, mais à rejoindre vraiment toute la vie. Cette idée que l'art ne doit pas être une pratique comme ça, sectorisée,
dans un petit cénacle de praticiens, de spectateurs, etc. C'est quelque chose qui doit exploser à la figure des gens et qui doit aussi, presque socialement, là c'est peut-être plus Fluxus dans les années 60, qui doit vraiment aller chercher les gens, quoi. L'un des grands slogans de Fluxus, c'était « Tout le monde est artiste ». C'est un slogan un peu casse-gueule d'ailleurs, mais qui est très beau hein, dans l'intention initiale. Tout le monde est artiste. Ce à quoi Filiou avait répondu, oui, mais l'artiste est tout le monde. Et ça, il aimait beaucoup inverser les trucs. Il disait, l'artiste est tout le monde. L'artiste doit devenir tout le monde. C'est un très beau principe déjà d'origine, presque d'universalisation un petit peu de la pratique, partir de soi pour aller vers le grand tout, quoi. Le grand tous. Alors, je vais vous montrer des œuvres assez rapidement, mais moi, dans mon parcours, le Filiou est arrivé assez tôt. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je me rappelle, c'était un enseignant qui m'en avait parlé. Et c'est très marrant parce que le travail de Filiou m'est arrivé d'abord par des récits. Le professeur me parlait de son travail, mais j'avais jamais rien vu. Notamment cette phrase magnifique que vous connaissez peut-être, « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art », qui est une phrase lumineuse et qui condense, parmi d'autres, une partie de son travail, on va le voir. D'abord, c'est quelqu'un qui parlait énormément, qui aimait beaucoup parler. Et je trouve ça assez beau, cette idée finalement que, à, voyons, presque 50 ans, 40 ans, oui, 40 ans, c'était il y a 15 ans quand j'étais à l'école, que ce qui reste d'un artiste, c'est pas forcément des images, parce que finalement, il y a assez peu de catalogues, il y a assez peu d'ouvrages par rapport à l'art conceptuel qui est très nourri, qu'on voit beaucoup dans les institutions, les bibliothèques. Vous trouverez de l'art conceptuel sans souci, ou du pop art encore plus. Fluxus, il y a moins d'ouvrages, il y a moins d'éléments, etc. Mais ce qu'il en reste, finalement, c'est un récit. Et je trouve ça très beau, cette idée qu'une partie de la mémoire, elle se véhicule encore aujourd'hui, quand même, sous une forme orale, comme des légendes. Et c'est vrai que Robert Filiou a une œuvre, mais il a été quelqu'un d'exemplaire, au sens très beau du terme, c'est-à-dire au sens un peu grec. C'est-à-dire quelqu'un qui non seulement produit, mais vit son œuvre, et la vit de manière exemplaire. Il applique quelque part ses préceptes, pas simplement à des belles images ou de beaux objets, mais aussi à sa manière de se déplacer, de parler aux gens, de vivre. Donc là encore, vous voyez, l'art et la vie, hein. J'élargis. C'est pas simplement faire des objets, c'est avoir des idées pour bien vivre, pour mieux vivre. Et là, je le redis, on verra une dimension peut-être utopique de cette époque et puis du personnage qui consiste à aspirer au bonheur, quoi, et à voir comment l'art peut à un moment se loger dans cette perspective. Donc, du coup, voilà, cette idée qu'on peut finalement exister aussi dans un récit. Donc, moi, aux Beaux-Arts, à l'époque, Filiou, c'était comme quelqu'un dont on parlait, mais finalement, dont on n'avait presque rien vu. La première œuvre que j'ai vue de lui, là vous avez une photo du bonhomme. Je vais passer à une biographie, mais peut-être avant la biographie, je vous montre une œuvre qui n'est pas tellement représentative de son travail. Alors elle est un peu petite, vous en avez un exemple ici, avec un zoom, peut-être là. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est pas très grave. C'est une très belle œuvre qui a été installée aux abattoirs il y a quelques années. C'est une pièce qui avait été prise pour une exposition qui avait été prise au MAMCO, qui est le musée d'art contemporain de Genève, et qui est une œuvre qui s'appelle Eins, One, 1. 1, 1, 1. En fait, c'est 1 en allemand, 1 en anglais et 1 en français. Peut-être je reviendrai sur cette question de la traduction et du langage, qui est une œuvre à l'image du travail de Filiou, qui est très pauvre. Alors attention, méfiez-vous, je vais en parler beaucoup, mais comme je l'ai un petit peu annoncé au début, je vais essayer de bien en parler, parce que vous verrez que les œuvres sont parfois un peu décevantes. Elles sont positivement décevantes. Pourquoi? Parce ce sont des œuvres qui sont des œuvres bricolées à partir de petites choses. C'est des petits moyens. N'imaginez pas que vous allez avoir un beau Jeff Koons rutilant de 3 tonnes, en inox brillant, ou je sais pas, une toile de Warhol de 4 mètres de long, réalisée par des assistants dans un atelier, etc. On va être sur des pièces qui sont des pièces très artisanales, du fait main, du pauvre, mais une pauvreté qui est d'autant plus belle qu'elle est au service d'un fond. Ici, la pauvreté, c'est très simple, vous voyez, c'est une des œuvres les plus spectaculaires, moi je trouve, et que j'adore. C'est simplement des dés. Une somme de dés. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de près, ce sont des dés, mais qui ont tous la particularité, attention bien entendu, d'avoir un seul chiffre, le chiffre 1. Ce qui est quelque chose de, déjà dans l'idée, c'est une forme de constellation, de somme, de chiffre 1.
et de chiffres 1 qui sont supposés être dans l'idée du jeu, vous voyez déjà l'idée du jeu qui est très présente, j'y reviendrai, mais qui sont supposés être la possibilité hasardeuse de faire varier le chiffre ici, est remplacée par la possibilité hasardeuse de refaire toujours le même chiffre. Alors on peut s'interroger déjà, est-ce que c'est vraiment le même chiffre? Je le dis en passant, Phil Yu a fait un voyage au Japon, et il a été très influencé par le zen. Alors on peut déjà faire une lecture un peu zen de ce travail-là, bien sûr. Ce 1, c'est aussi le 1 du changement permanent, mais dans la permanence. Je ne sais pas si c'est très clair, parce que je n'ai jamais été très sûr de savoir comment parler du zen dans le langage occidental, mais il y a ici, bien entendu, un propos qui est un propos très fort, presque en termes quasi mystiques, je crois, ou en tout cas dans une incarnation comme ça de cette idée de la variation permanente, mais cette variation est un retour permanent. Mais un retour de la variation, attention, enfin, on s'en sort pas, quoi. C'est vraiment, voilà. Du coup, c'est intéressant aussi parce qu'on voit que c'est un travail qui est presque un peu philosophique, mais c'est une philosophie pratique. Il ne s'agit pas, comme chez les artistes conceptuels, de nous dire, alors petit A, petit B, voilà ce que je pense de l'art, ce que je pense de la manière de faire de l'art, etc. Il trouve des objets très pauvres, très quotidiens, et ces objets lui permettent d'incarner une philosophie de la vie. Alors, une philosophie et une poésie de la vie. Et du coup, il y a une espèce de simplicité presque enfantine. On va pouvoir le voir si je trouve, voilà la photo ici avec sa femme. C'est des qui sont jetés en l'air, comme ça, qui sont achetés en masse et qui sont jetés en l'air. Je trouve que c'est une belle photo de le voir comme ça, préparer l'installation. Voilà. Peut-être aussi une autre lecture qu'on peut faire. Voilà le dé, vu de près. C'est très beau, hein. Une autre lecture qu'on pourrait faire peut-être de l'installation, mais là je vais un peu vite, mais c'est pas grave, j'en parlerai après, j'en reparlerai après, c'est peut-être déjà aussi une représentation de la société. Et quelque part, Phil Yu a été quelqu'un, il a une formation d'économiste avant d'être artiste, il est venu à l'art très tardivement, je crois à 40 ans à peu près, donc il était déjà formé humainement et spirituellement, on va dire, et il a décidé de devenir artiste alors qu'il bossait pour les Nations Unies, il avait une formation d'économiste très solide, et il a très bien gagné sa vie, etc., ce qui a été moins le cas après. Et quelque part ici, en creux, on pourrait voir, à la lumière d'autres œuvres de Phil Yu, probablement, déjà presque une métaphore de la société. C'est un grand fan de Fourier, je ne sais pas si vous connaissez Fourier, un grand utopiste. Mais alors utopiste, attention au terme, hein, un utoréaliste, quoi. Un utopiste, mais du concret, quelqu'un qui n'est pas simplement dans une utopie à la Thomas More, où on va imaginer une île très loin, dans un univers voilà, imaginaire, et puis on viendrait un jour fonder la société idéale, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont vraiment la conviction, Fourier presque avant Marx, hein, et avant Freud aussi de notre manière, il y a cette conviction que la société est mal fichue, et qu'il suffirait de pas grand-chose pour qu'on soit tous heureux. Hein, donc, c'est pas mal comme idée finalement. Vous allez voir, ça va traverser un peu aussi l'œuvre de Phil Yu qui est très influencée par Fourier. Donc on imagine des systèmes pour être heureux, quoi. Voilà. Et soit dit en passant, le capitalisme ne le fait pas si bien a priori. C'est quelque chose qui est porté par ces personnes-là qui disent qu'on pourrait essayer d'imaginer d'autres manières de vivre ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que bien vivre ensemble? Qu'est-ce que serait un bon système de vie? On est dans l'œuvre de Phil Yu, hein, déjà. Qu'est-ce que serait un bon système de vie pour Phil Yu? Ce serait une société de la solitude heureuse. Une société dans laquelle chacun, individuellement, aurait tous les moyens de l'épanouissement de son bonheur. Ça semble évident, hein, on pourrait même dire que, après tout, c'est ce que fait notre société, que nenni. À mon avis, elle le fait extrêmement mal. En tout cas, on est dans des solitudes plus malheureuses qu'heureuses aujourd'hui. On peut trouver des grandes bases de bonheur, mais à mon avis, c'est plus difficile, en tout cas, l'organisation n'est pas bien faite pour que chacun puisse développer ça. Voilà. Donc, vous voyez, singularité, que chacun individuellement puisse développer son bonheur dans une collectivité. C'est une interprétation très libre hein, que je fais de cette pièce, mais je la ferai quand même volontiers. C'est une pièce assez tardive dans son œuvre. Dernière. C'est lui qui a réalisé tous les petits dés? Non, il les achète. Hein. Non, il les achète. Il les achète d'autant plus, du coup, ça lui permet d'être généreux. Et je terminerai sur cette pièce. Il va falloir m'empêcher de faire trop de digressions. Je ne montrerai pas tout. On va partir là-dessus, comme d'habitude, et puis ça ira bien. Alors, ça, en fait, c'est une pièce du Mamco. Mais je me suis rendu compte, j'en ai parlé dans ma thèse, justement. J'aime beaucoup Phil Yu, donc je parle aussi de l'œuvre de...
Et je pressentais, connaissant l'œuvre de Filiou, qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ce dispositif. Je ne sais pas si vous voyez la structure qui est autour en bois. Elle n'est pas du tout de Filiou. Elle a été construite par le musée pour éviter qu'on vole les dés. Parce qu'en fait, la version... Alors, je ne sais pas si j'en ai une, c'est dommage, j'en ai pas. Je peux peut-être essayer de vous le trouver vite fait. Après tout, on a Internet. Filiou Ein One... Ça devrait suffire. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on va avoir une version normale? Ça, c'est plutôt la version normale. Voilà, on va dire ça. Ça, c'est la version normale. Et alors, ils avaient un problème au même coup, c'est que les gens prenaient des dés à chaque fois. Et j'ai retrouvé un interview de Filiou où il dit qu'il trouve ça très bien que les gens prennent les dés. Et il parle notamment du son de ces petits dés en bois qu'on fait cogner l'un contre l'autre, qu'on glisse dans la poche de son jean, qu'on oublie, puis qu'on retrouve, etc. Et quelque part, ça participe bien entendu d'un prolongement tout à fait logique du travail de Filiou dans cette espèce de générosité pauvre. Qu'est-ce que ça coûte un dé? Rien. Qu'est-ce que ça coûterait au musée de racheter 3 paquets de dés tous les ans dans le budget du musée? Rien. Mais le musée ne pense pas comme ça. Le musée il pense en conservation, hein, en héritage, en, je sais pas, en enfermement presque de l'objet. Alors que ce serait tellement beau que les gens puissent... voilà. Et je pense que même ça devait faire marrer Filiou, cette idée que les gens viennent voler une partie de son œuvre dans le musée qui est là pour nous interdire le vol. Ça aussi, ça participe peut-être d'une manière d'introduire de la vie dans des espaces qui peut-être parfois en manquent un peu. Le musée pourrait aspirer à avoir peut-être plus de vie, ou en tout cas à s'ouvrir plus au champ de la vie extérieure. Voilà. Alors, peut-être quelques pièces... C'est d'ailleurs moins loin avec Oui, c'est bien moi. Pardon? C'est moins loin avec le cercle. Ah, moi aussi, je trouve. C'est plus... C'est pas laid non plus, c'est-à-dire c'est un peu cosmique, voilà, mais c'est déjà un peu plus consensuel, c'est plus, d'ailleurs c'est plus visuellement, ça crée un effet un peu plus puissant comme ça, mais je suis d'accord. Non, il était très vieux à l'époque et à la fin il s'opposait plus à grand chose. Il était assez malade en fin de vie et bon voilà, je pense que il y a un moment il laissait faire. Bon, ça fait partie du jeu, faut pas trop non plus. Mais bon, je trouve ça intéressant de le savoir. Peut-être vite fait, avant de venir sur cette pièce-là, une petite biographie rapide du bonhomme. Il est né dans le Gard en 1900, je ne dis pas de bêtises, 1926, voilà, père absent, famille pas très riche, le père qui est vraiment un type relativement irresponsable, un peu comme lui d'ailleurs, après, qui est parti aux États-Unis. Il était tailleur de pierre, il a laissé très simple, il est parti. Donc c'est la mère qui s'est occupée du grand frère, ou alors c'était lui, voilà, non, il s'est occupé du grand frère et de Filiou. C'était un élève assez doué, un territoire assez protestant en fait, il a une formation protestante on va dire, ce qui est intéressant aussi par rapport à l'athéisme mystique qui va être le sien, et le bouddhisme qui va le taquiner fortement, hein, il va être dans une pratique bouddhiste assez forte. Il va faire des études, il va aller aux États-Unis à la recherche de son père, qu'il va retrouver. Il va être très déçu, parce qu'il va voir que son père gagne pas beaucoup d'argent, et puis que son père est un peu bizarre, quoi. Il va dire, ah ben bonjour, il n'a pas vu son fils depuis je sais pas combien d'années, bah vas-y, comment ça va? Limite, tu lui dis, tu peux pas dormir chez moi, ça va être compliqué, etc. Donc c'est un moment un petit peu étrange pour lui de retrouvailles un peu manquées, encore une retrouvaille un peu manquée, mais c'est vrai que la quête du père, c'est très marquant, hein. Quand on n'a pas de père, ça marque une vie. Alors, je ne peux pas faire de mauvaise psychanalyse, mais je pense que ça a un peu marqué sa vie. Et il va, je l'ai dit, être très intelligent, très doué, il va reprendre des études, il va faire des études d'économie, ça marche très très bien. Il va être embauché par les Nations Unies, il va avoir un très bon travail. Voyons que je vous le retrouve peut-être. Le voilà avec son père notamment, aux États-Unis. Vous voyez, il est très chic, hein, costard-cravate. Il va commencer à voyager un peu partout à travers le monde. Il va développer notamment un grand projet avec une dizaine de personnes autour de la reconstruction de la Corée
avec un projet économique très solide, etc. C'est intéressant ça, parce que vous allez le voir, cette dimension économique, il va à un moment décider de basculer, je crois que c'est en 54, il a une espèce d'éclair, peut-être c'est déjà le flux justement des années électriques, des années 60 qui commence à pointer, il va décider de tout quitter et de revenir en France. Peut-être qu'aussi le macartisme qui commence à pointer, lui quand même ancien résistant, se fait appeler Job, notamment dans la résistance française, après la guerre de partir aux États-Unis. Le macartisme n'est pas très, vous le savez, très bon vis-à-vis de tous ceux qui auraient un quelconque passé communiste. Donc, mais c'est une vraie rupture dans sa vie et il va décider effectivement de tout lâcher et de revenir en Europe, entre Düsseldorf, la France et puis l'anglais qui est aussi une langue importante pour lui, pour finalement opérer un basculement de vie, refuser ce mode de vie. Il a bossé pour Coca-Cola aussi, ce qui est assez surprenant quand on connaît son travail, et opérer un basculement de vie pour passer d'une économie financière à une économie poétique quelque part, pour vivre pleinement l'idée qu'il se fait de sa propre pratique artistique. Alors, il commence par des œuvres, plutôt des œuvres poétiques justement, c'est-à-dire qui relèvent vraiment du champ de la poésie. C'est des œuvres très bricolées. Vous voyez par exemple ici, c'est un poème collectif. Ça c'est très Fluxus. Fluxus, ils remettent plusieurs choses en compte. Ils remettent en cause l'hégémonie des médiums. Moi je suis peintre, moi je suis sculpteur, moi je suis machin. Eux ils disent, je m'en fous, moi je fais de l'art. Et j'utilise ce dont j'ai besoin. Donc c'est des gens qui vont avoir une espèce de grande inventivité, comme ils appellent transmédiatique, pour utiliser ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Filiou, il y trouve un bout de bois dans la rue, il le prend. Il trouve une caméra vidéo que lui prête un pote, il fait une vidéo. S'il peut enregistrer du son, etc. Donc c'est des gens qui n'ont pas du tout de pruderie vis-à-vis de l'idée qu'il faudrait maîtriser pour... Non, ce qui compte, c'est si on a un truc à dire. Et on le dit avec l'outil dont on a besoin. Ici, c'est un poème collectif, en fait. On fait tourner la roue. Que je vous trouve une autre image, voilà. Dans ce poème aléatoire collectif, on fait tourner les roues, chacun son tour, et on crée un poème. Mais c'est un poème complètement aléatoire. C'est un poème aussi très joueur. C'est-à-dire, c'est un poème qui est fondé sur un principe du jeu collectif même. On avait un peu ça avec le dé, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui a déjà marqué ça. Et on aura ça tout au long de la vie de Filiou qui, dans un mélange de croyances et de simplicité, va toujours avoir une immense attention à l'énergie de l'enfance. Et à cette idée que les enfants sont capables instinctivement d'aller chercher des énergies qu'il faut absolument garder et retrouver ensuite dans notre vie d'adulte. Donc le jeu va être, pour tout Fluxus, mais aussi très fortement chez Filiou, un moteur essentiel. Qu'est-ce que c'est que jouer? Dans l'art, c'est pas si courant. Jouer, c'est trouver des trucs et les articuler entre eux. Ici, ça peut être le cas d'un poème, mais je vais vous montrer 2-3 autres exemples. Alors, un exemple du coup d'un poème, de ce que ça donne. Ça donne « Vous embrassez merveilleusement bien, mais bientôt, la rigolade finira ». Un exemple d'un poème collectif, aléatoire, produit avec cette espèce de machine à poème. Jeu qu'on pourrait retrouver à la même époque chez des gens de l'Oulipo, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez en littérature l'Oulipo. C'est le même principe. C'est cette idée qu'il y en a un peu marre de cette espèce de sacralisation de l'expression de l'artiste. Je m'exprime, et ce que je dis est tellement fort, et tellement travaillé par ma psyché, mon truc, etc. Là, vous voyez, non, on produit, c'est sympa, quoi. On crée une espèce de règle du jeu, et ensemble, on va produire effectivement une espèce d'œuvre collective et permanente à partir de dispositifs a priori très, très simples. Ça va se retrouver également, voilà, par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez bien, les images sont de mauvaise qualité, c'est pas grave, je vais vous les décrire. Ça s'appelle « La chèvre est solitaire ». C'est du bricolage, c'est que des objets trouvés. La chèvre est solitaire, c'est un poème, hein, donc on a un chèvre. Bon. L'escargot est solitaire. Fin du poème, l'homme est solitaire. C'est 3 fois rien, à chaque fois, c'est des bouts de bois, première chose. C'est du bricolage. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de Lévi-Strauss sur le bricolage, il y a une très belle théorie là-dessus.
qui s'inspire effectivement de tout ce que Lévi-Strauss, en tant qu'anthropologue, a croisé dans différentes cultures, d'Amérique du Sud particulièrement, mais c'est cette idée que le bricoleur, c'est quelqu'un qui invente à partir de ce qu'il trouve. Il n'a pas besoin de conceptualiser ses besoins. Je construis un pont, je sais que j'aurai besoin de béton et d'acier, etc. Non, Filiou, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un truc dans la rue, et puis à la même époque, il est en train de penser à tel truc, ça fait une connexion, et d'un seul coup, un espèce d'objet, poème, pensé, peut germer. D'ailleurs, ça se retrouve un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ce petit élément intermédiaire, qui a l'air de rien, ce petit crochet, c'est la marque de fabrique de Filiou. Ce sont ce qu'il appelle des cédilles. Vous voyez, déjà, le langage est toujours là. Une cédille, c'est un truc un peu bizarre dans le langage. Moi, c'est comme les chapeaux aussi. C'est un élément de ponctuation qui est toujours un petit peu étrange. C'est un petit truc qui vient en plus. Mais bien entendu, la cédille ici, c'est ce qui permet d'accrocher les choses entre elles. Et ce qui permet d'envisager l'œuvre, non pas là encore comme l'expression, mais comme un geste d'assemblage. On prend des choses, c'est ça le jeu aussi. Je ne crée pas quand je joue. Je prends des choses et j'assemble différemment. Donc c'est vraiment une pratique, une manière d'envisager la création qui est complètement différente, à mon avis, d'une notion plus traditionnelle de l'expression d'un Pollock, d'un de Kooning, d'un Van Gogh, qui sont tout de suite pris dans une mythologie de l'art qui parfois est un peu pesante, en tout cas que ces artistes vont chercher à remettre en cause très profondément à cette époque. Voilà, je parlais du jeu. Ouais, très bricolé, hein, toujours. Hein. Un bout de bois. Alors, très bricolé, pourquoi? Je vais revenir là-dessus. Parce que, je vous l'ai dit, Filiou a quitté son boulot. Et bien, c'est très simple. Il va devenir effroyablement pauvre. Mais alors, vraiment très pauvre. Très pauvre, mais à l'époque, c'est formidable. Il y a une espèce d'entraide entre artistes. Spoeri, je ne sais pas si vous connaissez Daniel Spoeri, qui est assez connu en France, va l'aider énormément. Tinguely, je ne sais pas si vous connaissez Tinguely. Tinguely ne le supporte pas. Parce que Tinguely, c'est le bâtisseur, c'est le type très sérieux qui construit son œuvre, qui fait ses grandes structures en acier, etc. Et il a toujours trouvé, bon, j'avais une citation là-dessus, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais tchac, voilà. Il était incapable de faire autre chose que de rester assis, de penser et d'avoir des idées. Ça, c'est Spoeri qui disait ça. Bon, c'est pas très grave. Mais effectivement, Tinguely le trouvait absolument inconséquent. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était assez inconséquent, un peu feignant. Mais attention, pas n'importe quel feignant, c'est le feignant Wu-Wei. C'est le non-agir du zen. C'est-à-dire, en faisant peu, je fais beaucoup. Bien entendu, il connaissait très bien l'œuvre de Duchamp. Je sais pas si vous connaissez Duchamp, mais on verra ça la prochaine fois. Duchamp, c'est le feignasse absolu de l'art du XXe siècle. Le type qui, en faisant le moins possible, a fait le plus possible, mine de rien, parce que c'est peut-être l'artiste le plus important, à mon avis, encore aujourd'hui, du XXe siècle. Et du coup, effectivement, la pauvreté des moyens, elle est cohérente aussi avec la situation financière qui était la sienne. Il était très très pauvre. Hein. Il avait très peu d'argent, mais il était heureux. Donc on est, vous voyez, dans une économie, là encore, du bonheur et de la poésie, dans le sens, effectivement, d'une remise en cause de cette idée que le bonheur n'est pas forcément lié à la possession d'un certain nombre de moyens d'eux, mais peut-être dans la construction d'un vivre ensemble plus juste. Des bouts de carton, des photos, permanent playfulness, c'est-à-dire le jeu permanent, avec cette espèce de forme du jeu, effectivement, ici, qui apparaît derrière, le jeu individuel, hein, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, comment est-ce qu'on bascule de l'autobiographie à l'universel, comment est-ce qu'on est dans le soi et puis dans le tout le monde, et simplement ici, cette espèce d'assemblage qui renvoie au collage, hein, aussi. Alors peut-être, je parlais à l'instant du bricolage, une autre figure importante presque des protocoles de travail de Filiou, c'est cette notion de collage. Le collage, c'est, je prends une image, ça a été inventé par les dadaïstes aussi, hein. Tout ça est cohérent, on va dire. Je prends un élément, je prends un autre élément, et effectivement, je les assemble. On a vraiment un jeu ici d'assemblage qui est très présent dans le travail de Filiou. Tchac. Bon, je vais peut-être passer. Bon, voilà, je vais passer au fur et à mesure, puis on verra un peu les idées qui me viennent. Ça, j'aime beaucoup cette œuvre. Ça s'appelle Poussière de l'effet Miro. C'est-à-dire qu'il va contacter à une certaine époque, on est en 77, tardivement, Hubert Martin, qui est un grand
commissaire d'exposition français, qui va organiser notamment les Magiciens de la Terre, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un vraiment des grands, avec Harald Zeman, qui est suisse, qui est vraiment une des grandes figures de la réinvention du commissariat d'exposition dans la deuxième moitié du XXe, on va dire, et qui va l'autoriser sous condition, attention, à épousseter des grandes œuvres de l'histoire de l'art. Donc il va épousseter simplement la Joconde, et il va proposer une œuvre qui est une boîte contenant le chiffon et la poussière, qui a permis effectivement de nettoyer l'œuvre. Alors je ne sais pas très bien quoi en dire. C'est tout bête, hein, mais la poussière, en fait, c'est pas rien. Et là encore, depuis Duchamp, on le sait, la poussière est un matériau artistique en tant que tel. C'est un matériau de feignasse, hein, d'abord. Hein. Pourquoi? Parce que la poussière, c'est ce qui dépose quand on ne fait pas le ménage. Mais c'est également une matière invisible. Ah si, avec Duchamp, très clairement. Si vous prenez l'élevage de poussière de Duchamp, et je ne devrais pas faire des parenthèses. Duchamp, poussière, il y a plusieurs occurrences de la poussière chez Duchamp. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est à l'époque, il travaille sur son grand vers, sa grande œuvre, hein, le grand vers, la mariée mise à nu par les célibataires même, et il y travaille tellement bien qu'il y travaille plus, quoi. C'est beaucoup de travail et ça l'ennuie profondément. Il est à New York, donc il pose tout ça sur des tréteaux, il se dit bah, j'y travaillerai plus tard. Du coup, d'ailleurs, à un moment, il décidera que l'œuvre est définitivement inachevée, et comme ça sera bouclé, parce que c'est trop, vraiment pour lui, beaucoup trop de travail. C'est vraiment une feignasse. Hein. Et du coup, la poussière s'accumule. Et avec Man Ray, ils vont dire formidable, on va faire une photographie. Et c'est une pause longue, ça dure 8 heures, je crois. Entre-temps, ils sont allés boire au café en bas. Et ça donne cette espèce de paysage un peu lunaire, un peu étrange. On est dans le surréalisme quand même aussi. Mais cette idée, en tout cas, que la poussière est un matériau artistique à part entière. Voilà. Après, je ne sais pas très bien le sens que ça a, mais j'aime bien ce geste simple, consistant simplement à rendre la vision plus claire sur une grande œuvre de l'histoire de l'art, en disant que la poussière qui s'est déposée dessus, c'est aussi de l'art. Et tout le boulot de Filio, c'est toujours aussi un peu de dire ça, de dire, vous regardez l'objet artistique, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a autour de l'œuvre. La vie, notamment. Et il va notamment inventer tout un tas de concepts. Voilà, bon, je vais passer au fur et à mesure. Comment passer du travail peine au travail jeu. Vous voyez, pareil, c'est vraiment un très mauvais dessinateur. Hein. Mais ça lui va. Ça lui suffit parce que ce qui l'intéresse, c'est de placer des idées. Et c'est une idée qui est hyper belle, je trouve, qui est très forte. Cette idée d'interroger le travail, hein, en disant que le travail aujourd'hui est un travail de souffrance. Rappelez-vous, l'origine de travail, c'est tripalium, hein, en romain, c'est-à-dire un instrument de torture. Hein. On écartèle quelqu'un, tripalium, ça devient travail. Quand même, ça en dit long quand même sur notre vision du travail, encore aujourd'hui, à mon avis. Voilà. Et comment passer au travail-jeu? Travail-jeu, c'est pas forcément ce qui vous donne des sous, mais c'est un travail. Filio a toujours refusé de travailler toute sa vie. Donc c'est sa femme qui a travaillé d'ailleurs, hein, mais bon. Mais il a toujours refusé de travailler toute sa vie. Parce qu'il voulait absolument travailler à autre chose. Il voulait faire du jeu un travail et du travail un jeu. Donc il a vraiment développé une magnifique œuvre, mais c'est vrai que financièrement c'était souvent assez compliqué pour lui. Voilà, il va inventer un très beau concept, notamment avec sa femme Marianne, à un moment qui lui dit vous êtes des artistes quand vous créez, mais dès que vous arrêtez, vous n'êtes plus des artistes. Et il va dire formidable, c'est une super idée. Il invente le concept de création permanente. Qu'est-ce que c'est que la création permanente? C'est cette idée que la création, ça ne doit pas être juste au moment où on crée. Il faut que ce soit tout le temps, y compris quand on ne crée pas. Alors c'est bizarre, il y a beaucoup de paradoxes hein, chez lui. Hein. Il y a beaucoup de paradoxes et aussi, c'est marrant, il se définissait lui-même comme un génie de bistrot. Hein, c'est-à-dire vraiment cette espèce d'art populaire de la parole, de la gouaille. Il allait au bistrot, ou alors il allait avec des potes, et il discutait. C'était déjà un peu de l'art pour lui. Et à un moment, il allait avoir une idée comme ça, fulgurante. Et cette idée, ça allait pouvoir nourrir une œuvre. Tout était dans cette logique un peu de fermentation du quotidien. Il disait, je suis bon à rien, mais donc je suis bon à tout. Hein, et il était vraiment dans cette logique un peu du clochard céleste, comme disait Kerouac, c'est-à-dire cette espèce de tranquillité, de la parfaite imperfection, quoi, et de faire monter les choses à partir de ça. La création permanente, Eternal Network, ça va devenir un de ces concepts. Alors c'est un peu comme ça que j'avais envie de vous montrer, mais là du coup je fais passer les images au fur et à mesure. Mais il va développer petit à petit des projets de plus en plus économiques, c'est-à-dire que
l'idée pour lui n'est pas simplement de développer une œuvre avec des pièces un peu spécifiques, mais il va tenter d'inventer des pensées, des systèmes au sein desquels on pourrait, c'est presque imaginer des modèles de société. J'avais parlé de Fourier, il va inventer le principe de la République géniale, de la création permanente, ou ce qu'il a appelé aussi le Poipoidrome. Poipoidrome, c'est un projet qu'il va développer avec Joachim Pfeffer, qui est architecte, et qui consiste à essayer, non pas de créer des œuvres, mais d'imaginer des espaces au sein desquels on va pouvoir favoriser la créativité de tous. Ces expositions vont devenir non pas des lieux où on accroche des œuvres, mais des espaces d'échange, de dialogue, de rencontres. Ça lui est arrivé, je crois, à Düsseldorf de faire une expo vide, et où il est à plein temps dans l'exposition et où il accueille le public. Il accueille le public et il discute, et il met en place des choses, il se met à punaiser des images sur les murs, les gens ont des idées, etc. Et tout l'espace d'exposition est vide au début de l'expo et s'organise dans le temps de la rencontre. C'est très beau comme idée. C'est à la fois un peu hippie, on se dit mais c'est n'importe quoi, c'est une feignasse, etc. En fait, c'est une très très belle idée, et je le dis en passant, qui va être très nourrissante et qui a énormément nourri tout ce qu'on a appelé dans les années 90 l'esthétique relationnelle en France. C'est la pure retranscription à 3 petits détails à peine près de ce qui s'est joué dans les années 60 avec Fluxus et avec notamment quelqu'un comme Filiou. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il fait dans la salle d'expo? Il organise un espace. C'est très beau. Il organise un espace où on peut s'asseoir, discuter, manipuler des objets, voir une œuvre si on a envie en passant, marquer quelque chose, etc. Ça devient un véritable espace utopique, d'utopie concrète, la République géniale, comme il dit, c'est-à-dire le territoire concret d'une utopie activée, au sein duquel chacun peut tenter de développer sa créativité. C'est une idée, je le redis, qui est importante pour lui. Tout le monde est artiste. Alors, l'artiste est tout le monde, mais aussi donc tout le monde est artiste. Tout le monde peut devenir artiste. C'est un propos très fort de Fluxus à cette époque-là, que de dire que la créativité n'est certainement pas l'apanage d'un certain nombre d'individus. On le voit bien hein, avec la pauvreté technique de son œuvre. On peut pas être écrasé, on va dire, par le génie technique du bonhomme. Hein. C'est vraiment d'une simplicité tellement évidente que quelque part, ça décontracte. Quand je vais voir Jeff Koons au musée Pompidou, c'est super Jeff Koons, c'est nul, moi j'aime pas du tout, mais il faut reconnaître c'est une œuvre qui est intéressante à sa manière. Moi j'aime absolument pas, mais c'est quand même très fort. Mais surtout c'est une esthétique de l'écrasement quand on regarde. Qu'est-ce qu'il fait quand il nous montre une sculpture de 2 tonnes? Il nous dit une chose, il nous dit tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire, déjà t'as pas l'argent. T'as pas l'argent, t'as pas les moyens, etc. Et on est dans une esthétique de la puissance visuelle, une espèce de surspectaculaire qui effectivement écrase. Alors après, on trouvera plein de choses intéressantes là-dedans, mais Filiou est quelque part à l'inverse de ça, et je pense qu'il assume une esthétique de l'horizontalité, effectivement. On peut tous, à notre niveau, d'ailleurs, lui-même dit que l'art n'est pas, devenir artiste, c'est pas forcément une pratique artistique. On peut être un menuisier artiste. On peut être dans une intensité créative, c'est-à-dire une réappropriation du travail-jeu à l'intérieur de notre propre vie. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais cette dimension-là, un petit peu du bonheur, de l'intensité, elle creuse un idéal pour l'art qui est, je trouve, très intéressant et à mon avis encore d'actualité parce que non activé, enfin non mis en œuvre. L'art reste encore aujourd'hui vraiment une forme d'industrie du spectacle, du génie, quoi. Mais du mauvais génie, pas du génie au sens de la génialité, je suis génial, vous l'êtes pas, quoi. Et il y a encore, à mon avis, quelque chose d'activable par rapport à cette possibilité d'un idéal de l'art comme on peut tous devenir artistes et on peut tous effectivement développer cette potentialité d'inventivité permanente qui nous est donnée au quotidien. Voilà, ça c'est des petites idées toutes bêtes, mais j'aime bien, hein, le siège des idées. Celle-là est pas mal aussi. La Joconde est dans les escaliers. Voilà, on est en suspens, quoi. C'est une pièce, hein. C'est pas... Ça, c'est une référence à Duchamp. Ça, c'est peut-être autre chose montré tout à l'heure. Ça, j'aime bien. C'est la toolbox. Une boîte à outils. Hein. Il en a fait plusieurs des toolbox. Hein. C'est quelque chose est à faire. Alors, on sent bien cette idée que l'œuvre n'a qu'une fonction d'outillage.
Elle doit servir à quelque chose. Si elle ne sert pas, alors elle est morte. Duchamp avait une phrase un peu équivalente à la même époque, enfin dans les années 20. Il disait la durée de vie d'une œuvre d'art, c'est très court, c'est quelques jours. Après, l'œuvre elle meurt. Et je trouvais ça intéressant cette idée qu'une œuvre, ça vit aussi et ça peut mourir. Si c'est pas utilisé, si ça n'a pas une vraie fonction, ça peut mourir. Le musée peut devenir un espace de résurrection, mais ça peut devenir un espace de mort aussi pour les œuvres. La résurrection dans le regard. Tous les gens qui viennent voir la Joconde, soit ils la font mourir, soit ils la font vivre, au choix. La plupart du temps, ils la font mourir. Aller voir la Joconde, c'est absolument, c'est un cimetière. Il y a des milliers de personnes qui photographient une œuvre qui a 10 mètres de distance, cachée par une vitre, et qui ne voient rien, qui font semblant de voir. Ça, c'est la mort de l'image. Mais si vraiment vous allez voir un petit Miro dans un petit musée de campagne, pas beaucoup, mais si vous allez voir une pièce et que vous la regardez vraiment, alors vous la faites vivre et vous lui redonnez, tel le phénix, vous lui redonnez vraiment sa raison de vivre dans le temps. Filliou était profondément pacifiste, alors j'aime beaucoup ce projet aussi, qui est très simple, qui s'appelle Commémore. Qu'est-ce que c'est que Commémore? C'est un projet d'échange, on est dans l'après-guerre, hein, d'échange de monuments aux morts européens. Et il disait, c'est formidable, ça pourrait vraiment être fait avec des hélicoptères, il avait vraiment tout, il avait commencé à faire des schémas. Voilà, il présente le projet là. L'idée, c'est que, par exemple, l'Allemagne et la France échangent leurs monuments aux morts. C'est une idée magnifique, je trouve. Hein, cette idée que les morts n'ont pas de nation, hein, et que leurs morts sont nos morts, et que échanger les monuments aux morts, c'est forcément quelque part faire le deuil pour un certain temps de quelconque possibilité de faire la guerre. Bien entendu, le projet c'est pas fait, mais l'idée est tout à fait faisable et elle contient en elle-même, je trouve, un enjeu qui est extrêmement puissant, quoi, hein, potentiellement en tout cas. Voilà, ça c'est l'Optimist Box, la boîte optimiste. Merci Dieu pour les armes modernes. On est en 68, hein. Voilà, et dedans vous avez un pavé. Et là il y a marqué « Nous ne jetons plus de pierres les uns sur les autres anymore. Nous ne jetons plus de pierres les uns sur les autres. » Donc c'est un double discours. C'est un discours de révolte et c'est un discours d'apaisement. C'est un discours zen encore, hein, de non-violence quand même, hein, qui consiste à dire qu'on peut faire la révolution tel Gandhi, hein, sans violence, avec juste du refus, de l'obstination et une espèce d'abnégation de pauvreté comme ça, presque de mystique athée encore, je le redis, qui est très présente chez lui. Voilà, ça c'est le projet d'intention pour Commémore. Ça c'est les maquettes pour les échanges. Mais il n'exposait pas seulement dans les musées, il exposait... Alors, il exposait peu. En France? Oui, il exposait peu parce qu'il a toujours refusé de faire carrière. Contrairement à ses camarades de la même époque, Spoeri a bien réussi. Armand, je ne sais pas si vous connaissez Armand, Armand a fait une carrière lamentable. Moi, j'aime pas du tout Armand, vraiment. Je trouve que c'est un type qui est insupportable, mais qui a une œuvre qui n'est pas inintéressante encore, bien sûr, mais qui a été un carriériste terrible et qui a très bien réussi. Après, tous les types de sa génération sont quand même relativement bien sortis. Tinguely a très bien fonctionné après coup, mais à l'époque, on est vraiment au moment où tout ça est en train de naître. Et lui a toujours été quelque part dans une, alors un truc un peu, là, un terme un peu freudien, un truc un peu SM quand même, hein, mais en refus de réussir. Comme une sorte c'est un Saint François d'Assise de l'art, quoi, hein, c'est-à-dire comme s'il voulait vraiment communier totalement avec la condition précaire du commun et faire que son art germe là-dedans. Donc il n'a jamais gagné beaucoup d'argent, on lui a fait beaucoup de propositions dans sa carrière qu'il a souvent déclinées sur le principe qu'il était bien là où il était. Donc il a exposé, surtout à la fin de sa vie d'ailleurs, où il commençait à avoir envie peut-être effectivement de faire vraiment, d'amener toutes ses découvertes aux yeux d'un maximum de personnes. Mais après c'est quelqu'un qui a été vraiment dans ce mode de vie, il a ouvert une boutique, qui s'appelait la Cédille qui sourit, ça je peux vous montrer, qui est un espace, un Fluxus Shop, qui est un espace d'exposition, lieu marchand et espace de vie, atelier. La Cédille qui sourit, si ça marche. La Cédille qui sourit, on devrait avoir une petite image, je pense. Voilà, je crois que c'était à Nice. C'était à Nice. Voilà le magasin. Ouais, c'est un magasin de vente, il vend ses œuvres, les œuvres de son pote, Georges Brecht,
les œuvres de Ben, vous savez Ben, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le même époque, même mouvement, hein, tous ces gens-là se connaissent, Ben Vautier. Puis vous aurez des œuvres de Boyce quand même, hein, puis des œuvres de Dick Higgins, d'Emmett Williams, enfin toute la constellation un peu Fluxus de l'époque. On fait des événements, etc. Ils vendent rien, ou presque rien, de toute façon ils vendent pas cher. Vous voyez, tout ça est parfaitement logique. Et c'est assez lumineux, je le redis. Voilà, ils produisent beaucoup de multiples. Alors peut-être que du coup, je vais basculer sur le dernier moment parce que je vais pas me faire avoir comme la dernière fois, en vous montrant quand même quelques éditions, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. Alors ça, c'est des séries de cartes postales, par exemple, je vais en montrer plusieurs. Robert Filliou, long poème court à terminer chez soi. Je lui ai dit, c'est un poète à l'origine, eh bien, il va produire des poèmes non achevés. Potentiellement, c'est des poèmes qui proposent au spectateur d'achever, hein, de terminer, hein, véritablement. Donc, c'est des poèmes à trous. Le cannibale mangé, le voleur volé, le vendeur vendu, le voyeur vu, etc., etc. Fin du poème, l'arroseur arrosé. C'est une blague, hein, et son travail est traversé, bien entendu, par l'humour. L'humour étant la figure simple et enfantine de l'imaginaire un petit peu naïf, mais au sens positif. Il a toujours dit que l'innocence, et pas la naïveté, était la clé de voûte de l'imagination, qui elle-même était la clé de voûte du jeu, qui était la clé de voûte de l'art. Donc pour lui, on peut pas. Tout ça va ensemble quelque part. Cette espèce de pureté et d'innocence, elle est parfaitement cohérente. Vous voyez ici, on est d'une part dans un objet multiple, donc une œuvre d'art démultipliable à l'infini, peu coûteuse, et dans laquelle quelque part le spectateur est directement impliqué dans une espèce d'art d'interaction, un art interactif. On peut s'approprier, on peut jouer justement de cette espèce de proposition simple et un peu absurde pour voilà. La belette est solitaire, le requin est solitaire, le vautour est solitaire, etc., etc. L'homme est solitaire. On en a vu une autre occurrence tout à l'heure. Hein. L'escargot, bien sûr. Fantomas, je passe. Ça, j'aime bien aussi. Toujours des cartes postales. Bien entendu, Fluxus va avoir une énorme production éditoriale. Ça m'intéresse énormément, moi, parce que c'est le moment où on va voir se créer dans le champ de l'édition d'art. Attention, non pas des beaux livres d'art, non pas des livres de littérature, des œuvres d'art en multiples. Ça, c'est un truc très particulier. C'est des œuvres qui sont pas signées, qui sont pas dans l'idée du beau livre à la Picasso, à la Kahnweiler, etc. C'est pas le truc avec les sérigraphies, les gravures signées à 30 exemplaires avec les exemplaires de tête. C'est quelque chose qu'on va faire à 200, 300 exemplaires, et puis dès qu'il n'y en a plus, on le réimprime, et on le fait autant que nécessaire. Parce que ce qui compte, c'est pas de faire des sous, bon, ça c'est réussi, c'est pas de faire une œuvre unique au sens du collectionneur compulsif, c'est de faire un objet, le véhicule de la transmission de quelque chose. C'est l'occasion de faire en sorte, là encore, que l'art rejoigne la vie, rejoigne tout le monde, et puis c'est simplement un objet parmi les objets d'épanouissement, peut-être un peu particulier dans sa capacité à transformer les consciences, mais voilà. Ici, ça s'appelle idiot si, idiot là, et ce sont des phrases complètement absurdes, un peu ridicules. Ample food for stupid thought, 500 exemplaires. Nourriture abondante pour pensée idiote, c'est le sous-titre donc. Et le type de phrase sur lesquelles vous pourrez tomber, c'est si votre tante était un homme, serait-elle votre oncle? Que feriez-vous par amour? Phrase presque un peu, là encore très, très naïve, hein, mais assez belle aussi. C'est beau la vie, point d'interrogation. Ça c'est comme de dire il fait beau aujourd'hui, hein, c'est pareil, c'est un peu bon. Pourquoi avoir fait ça, point d'interrogation? Et si Lénine n'avait pas existé? Où placer l'idéal? Etc. etc. Bon, c'est des phrases simples, absurdes, qui lui sont probablement apparues quand il était au bistrot, j'imagine, mais qui font partie de ces éclairs, ce que lui appelait les mind openers. Les mind openers, vous voyez, c'est très zen, hein. Que fait le moine, le maître zen quand l'élève vient lui demander « Mais qu'est-ce que le zazen ?» hein? Eh bien, le moine va lui répondre
je sais pas, le singe crie fort le matin d'été. Voilà. Donc c'est-à-dire, on est dans des réponses, c'est pas terrible comme exemple, mais on est dans des réponses qui ne répondent pas. C'est une pratique courante, ça, dans le cadre du zen et de la pensée effectivement japonaise, ou dans le bouddhisme, que de savoir que le principe est inaccessible et que pour y accéder, il faut forcément faire un large détour. Quelque part, cette idée de l'absurde est la porte d'entrée, la seule porte d'entrée vers une certaine vérité de la vie. Hein, c'est un héritage, je pense, zen ici, de la part de Robert Filliou. Autre idée pour un poème collectif, 1968, 1000 exemplaires, Robert Filliou et compagnie, on a une couverture noire, une écriture qu'on voit à peine ici, mais très classe, très classique. Le principe, c'est donc 16 pages blanches et une feuille volante sur laquelle on a l'indication du principe du jeu. Pour chaque page, une personne est invitée à écrire entre 5 et 7 noms d'objets ou de sentiments ou de ce qu'elle veut, dont elle souhaite se débarrasser. C'est simplement une compilation. Chaque personne est amenée voilà, à écrire très sincèrement des choses dont elle veut se débarrasser. Et Filliou décrète que ça, c'est un poème. C'est un poème actif, un poème performance, un poème interactif, mais quelque part ici, le langage est engagé dans une poésie du vivant et donc de ce que lui appelle le poème. Vous voyez que la poésie, ici, on a pris un coup, hein, c'est une notion qui pour lui est très élargie, c'est presque Rimbaud sur la route, hein, cette idée que la poésie, c'est pas simplement le beau texte, c'est surtout pas la belle rime, c'est quelque chose de plus. C'est une mise en jeu dans l'action et dans le langage qui permet d'englober toute la vie. Voilà, ça, on l'a vu ensemble. Ça, c'est un très beau, je vais passer, mais c'est un très beau livre qu'il a fait pour ses enfants. Marcel, Bruce et Marceline. Je meurs trop. Ça, c'est du bricolage encore. Hein. Je meurs trop, Robert Filliou. Autobiographie. Ce qui en dit là encore long sur l'impossibilité de faire une biographie. Là aussi, c'est là qu'on peut s'amuser à... D'ailleurs, il a repris une jaquette d'un livre de Artaud, une sensibilité unique au monde. Je ne sais pas si vous avez vu, le E est devenu un A. Donc la sensibilité est devenue sang, S-A-N-S. C'est le sang privatif. Cette idée que quelque part, on est sans la sensibilité peut-être aussi. Et qui est rejouée peut-être par cette brique un peu massive, bien entendu absolument impossible à lire. C'est une édition, c'est un livre. Hein. Bon, c'est une édition multiple en tout cas. Et quelque part, en creux, ça continue de prolonger la pensée très clairement de Filliou sur cette nécessité de parler de soi et de jamais y arriver, quoi. Ou en tout cas, de ne pas simplement parler de soi, mais d'incarner ce qu'on dit. Il avait comme ça une phrase que j'aime bien. Il a plusieurs définitions de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? C'est une des meilleures façons de mettre en pratique ce qu'on enseigne. Ça, c'est une définition de l'art. L'autre, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. L'art, c'est la participation au rêve collectif. L'art, c'est la liberté de ne pas avoir raison. Tout ça, ce sont des phrases qui lui viennent, qui vont être incarnées dans des différents moments de son œuvre et qui seront à chaque fois des espèces, là encore, de petites mind openers, des principes philosophico-bouddhistes qui sont là pour ouvrir l'esprit, décadenasser l'esprit et par l'absurde tenter de nous remettre sur le chemin d'une réappropriation peut-être de la vie. Je disais à Marianne, encore une nouvelle édition multiple, toujours cette idée un peu des objets trouvés. À l'origine, ce sont des cartes qui ont été trouvées par Brecht, son copain, son grand ami, et qui sont des cartes pour un jeu d'enfant. Vous voyez toujours la notion de jeu qui est présente ici. On invente des jeux. On invente des jeux de société, on imagine des jeux, des boîtes à jeux. Ça, ce sera très présent tout au long de Fluxus. Et l'idée ici, on est toujours dans la réflexion autour de la biographie, c'est de prendre ces cartes et d'écrire derrière un petit fragment biographique. Et toutes ces cartes vont être ensuite accumulées. Alors, il donne un exemple très simple. Tchac, tchac, tchac. Une table me rappelle très souvent que je roule sous la table. Donc, vous voyez que ce sont des fragments biographiques qui vont naviguer entre des petits jeux, là encore, humoristiques, et parfois des vrais morceaux de vie.
et qui seront traduits derrière chaque carte, donc, en 3 langues, le français, l'anglais et l'allemand. Peut-être une petite parenthèse aussi par rapport à cette notion de langage et de traduction. On la retrouve à cette époque-là, mais elle n'existe pas tellement avant. Pourquoi? Parce que le langage n'était pas tellement un enjeu en tant que tel. Mais c'est, je trouve, un petit détail qui est marquant que de voir que on veut vraiment être lu, on veut être compris. Et le meilleur moyen d'être compris, c'est déjà d'être traduit. Donc c'est des gens qui vont s'auto-traduire dans leurs œuvres et quelque part produire déjà un texte en très multiple, où quelle que soit notre langue, enfin en tout cas ces 3 langues-là au minimum, on peut effectivement accéder au contenu de l'œuvre en tant que telle. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus tellement, tout le monde fait tout en anglais. Hein. Dans l'art contemporain aussi, étrangement, dans l'art contemporain français, on a depuis maintenant une dizaine d'années beaucoup d'artistes français qui titrent directement leurs œuvres en anglais, ce qui est assez surprenant et peut-être un peu pas nécessaire, enfin peut-être un peu dommage. C'est assez dominateur. Significatif. Ouais, voilà, significatif. Ouais, significatif. Mais c'est comme la publicité qui est de plus en plus à être en anglais. Ben, parce que tout le monde est bilingue maintenant. Ouais, tous les jeunes, tout le monde est supposé être bilingue maintenant. Bilingue anglais, ouais. Ben ça s'appelle Game at the Cedilia. C'est effectivement le prolongement de ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur le magasin, sur la Cédille, et qui est en fait un livre qui va condenser de manière un peu documentaire plusieurs éléments d'abord. C'est vraiment des livres un peu recueils de fragments, de restes, d'événements festifs organisés, parce que bien entendu, qu'est-ce qui nous reste de tout ça? Il nous reste le limon, quoi. Il nous reste la mousse, mais il y a une grande partie de cette créativité de vie qui a disparu. Ou alors, ce dont il nous reste, c'est un témoignage. Par exemple, ils vont faire une grande soirée de fête et d'art, et il nous restera l'affiche. Et par exemple, ces affiches-là, on va les voir publiées. Et quelque part, ça sera simplement le seul point d'entrée pour imaginer ce qui a pu se passer. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les témoignages également, et les biographies, parce que c'est là parfois qu'on retrouve des choses perdues. Pour l'œuvre de Robert Filiou, je vous conseillerais volontiers un très très beau livre de Tillman, si jamais vous avez envie de prolonger. Pierre Tillman, qui a écrit Nationalité poète, qui est la seule biographie à ma connaissance, voilà le livre, aux presses du réel, ça ne m'étonne pas, qui est la seule biographie à l'heure actuelle de l'œuvre de Filiou. Et qui est formidable parce qu'effectivement, vous avez une espèce de narration de sa vie, et forcément, raconter sa vie, c'est un peu raconter son œuvre aussi. Et du coup, vous avez accès à tout un tas de petites choses, des petites anecdotes qui en elles-mêmes deviennent productrices de sens, un peu comme les cyniques grecs. Je ne sais pas si vous connaissez Diogène de Laërce, qui est un des philosophes grecs non conventionnés. C'est l'anti-Platon, hein, quelque part. Platon, c'est le type qui a écrit, qui a tout fait pour bien gérer la postérité quand même. Et Dieu sait si on a tous les textes de Platon, on n'en peut plus des textes de Platon. Diogène de Laërce, c'est l'inverse. C'est le type qui était sur la place publique, qui a jamais rien écrit, mais qui par contre abordait les gens pour leur demander de philosophie dans la vie quotidienne. Donc lui, il avait juste un petit bol, il dormait dans un tonneau, il avait fait vœu de philosophie pratique, et tout ce qu'on a comme trace du travail de Diogène de Laërce, ce sont des compilations d'anecdotes qui ont été rapportées par d'autres philosophes dans les générations qui ont suivi. Donc on n'a pas de pensée concrète et organique, écrite, on a une somme d'actes philosophiques. On a une somme d'actes philosophiques. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Encore aujourd'hui, dans une société largement écrite, de l'écriture et de la mémoire par l'écriture, je reviens un peu à ce que je disais au tout début, hein, avec cette phrase « l'art est plus intéressant que l'art », qui était la première chose, moi, que j'avais reçue de Filiou, c'est cette possibilité, finalement, d'une mémoire qui se fait dans la pensée pratique. Voilà, avec les one minute scénarios, Jack. L'altruisme. L'altruisme, c'est une théorie qui a été inventée par Filiou et qui est fondée sur un principe simple, c'est si tu fais quelque chose, fais autre chose. Si tu penses quelque chose, pense à autre chose. Et il appelait ça l'altruisme.
qui est bien entendu absolument ridicule. Hein. Déjà, il y a truisme dedans qui sonne un peu bizarrement. L'autruisme, on n'imaginerait pas de faire un isme de plus à partir de l'idée de l'autre, mais très clairement, on sent bien qu'il y a chez lui le désir de créer une théorie de l'altérité, ce qu'il appelait l'économie poétique, ce qu'il appellera la création permanente, ce qu'il appellera aussi le principe d'équivalence ou la République géniale. Je passe là-dessus, sinon je vous fais 2 heures, mais ça fait partie des concepts qui, au-delà de l'œuvre, sont des concepts de tentative de penser un nouveau modèle de société. Et il va ici, par exemple, créer cette boîte, là encore à plusieurs exemplaires, qui vient rassembler, je crois qu'il y a 28 chemises, des textes, 2 bandes sonores, dont une litanie de textes de Sade, et une autre cassette qui est une cassette de silence. L'enregistrement du silence, qui est encore, là on est encore dans le zen, hein, ou chez Cage, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Cage, il connaissait très bien Cage, qui fait partie encore de cette grande vague Fluxus, c'est un des grandes figures, hein, Cage, lui-même influencé par Duchamp, enfin Duchamp est toujours pas très loin, d'ailleurs Duchamp a fait des boîtes, bien entendu, c'est peut-être le premier. J'en profite vite fait, et je pense que je vais commencer à m'acheter le monde parce que je l'ai reçu hier. Florence Louis, qui est une galerie d'art parisien, mais également une librairie de livres d'artistes. Si vous êtes intéressé par les livres d'artistes, c'est là qu'il faut aller, avec Cassio Corrales aussi, mais j'aime beaucoup Louis, moi j'y suis toujours très très bien. Mathieu Mercier, qui est l'artiste qui a reçu le prix Marcel Duchamp d'ailleurs l'année dernière, qui est un jeune artiste français super intéressant, a profité de sa bourse reçue pour ce prix, pour fabriquer un nouveau tirage de la boîte en valise de Marcel Duchamp. Formidable nouvelle, à 3000 exemplaires. Si ça vous intéresse, 180 €, c'est une œuvre magnifique de Marcel Duchamp, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une boîte, c'est la première véritable boîte éditoriale de l'histoire de l'art, et qui condense toutes les œuvres de Duchamp en miniature. Voilà, il faudrait faire une lecture par rapport à l'œuvre de Duchamp, mais c'est une œuvre dadaïste complètement folle. Vous avez ces ready-made, hein, ici, vous voyez, le Urinoir, l'air de Paris, le Grand Verre, etc. Eh bien, Mathieu Mercier a refait un fac-similé à 3000 exemplaires. Si jamais ça vous intéresse, si vous avez des sous, moi je vais me jeter dessus dès qu'on est à Paris la semaine prochaine, ça sort la semaine prochaine, et parce que les 3000 exemplaires vont partir très très vite à mon avis, il faut absolument que l'école des Beaux-Arts de Toulouse l'achète, et voilà, je le dis en passant, d'une part pour vous dire que Duchamp n'est pas loin, et que d'ailleurs on trouvera chez Filiou plein de références implicites au travail de Duchamp, ne serait-ce que par leur éloge de la fainéantise chez l'un et chez l'autre. Soyez feignants, hein, ce serait mon conseil de la matinée, parce que la fainéantise est le ferment de la création. On ne peut pas créer sans être un peu feignant. Oui, voilà. Côté, il dit soyez artiste, agissant. Soyez quoi? Artiste, agissant. Tout à fait, mais agissez sans agir. Ça, c'est le vous-veille zen. On peut agir sans agir. Et après, on peut agir en agissant. Hein. Ou on peut ne pas agir en agissant. Bon, je ne sais pas, après, à chacun de se débrouiller. Pardon? Ça fait une bonne morale politique. Oui, tout à fait. Ah bah avec ça, vous avez des ennemis tout de suite. Hein. Et des amis peut-être, mais pas énormes aujourd'hui. Hein. Parce que même à gauche, il n'y a pas grand monde pour revendiquer encore la fainéantise. C'est une belle valeur politique en fait. Hein. Oui, Monique. Le lectrice. Oui, et ils sont très proches, oui, je pense, implicitement. Ouais. Ils se sont croisés avec Izou. Avec Izou, est-ce qu'ils se sont croisés? C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que c'était quand même des constellations différentes. Et même avec Debord et compagnie, je pense que c'est des gens qui se croisaient en chien de faïence, comme ça, mais qui n'étaient pas tout à fait sur le même terrain. Et étrangement, non, ils n'ont pas cohabité. Ils sont quand même un engagement politique beaucoup plus marqué, quand même. Izou et l'international situationniste, ils seront dans une radicalité marxiste qui sera beaucoup plus claire. Il y a un utopisme... Voilà, c'est pas tout à fait la même ligne. Je crois qu'ils se connaissaient, bien sûr. C'est tout petit, quoi, Paris à l'époque. Mais eux n'étaient pas à Paris, ils étaient à Nice, bon, voilà, etc. C'est pas la même façon de voir le livre. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Moi, je préfère Filiou. J'adore Debord, je l'ai lu en long et en large. Mais Debord m'ennuie un peu. Et à mon avis, Debord a raté un truc, quand même, dans sa théorie. Bon, voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, c'est On peut compliqué. se rapprocher de Filiou avec ses promenades. Bien sûr, les fluxus, on a des flux walk aussi, Ouais. des marches fluxus. On va marcher à New York et on a quelqu'un qui vous guide dans New York en vous disant écoute et marche. Et on va dire ça, c'est une œuvre d'art, bien sûr. Et on fait un cheminement, etc. Bon.
Je vais m'arrêter là, À peut-être, propos de fainéantise, et peut-être des questions à ce moment-là, puis on terminera là-dessus. pour rebondir sur le terme de fainéantise, Oui, on peut quand même sortir sa phrase. Bien faire, mal faire, rien faire, c'est la même chose. tout à fait. C'est le Donc ça, principe. Ça explique bien la fainéantise. J'ai pas eu le temps de vous présenter ça, j'avais encore sous le coude presque une moitié de plus, mais c'est pas grave. Un des principes, effectivement, de l'économie créative, de ce qu'il appelait la création permanente, créer tout le temps, c'était le principe, effectivement, de l'équivalence du bien fait, mal fait, pas fait. Pour lui, les trois propositions sont équivalentes. Vous faites une œuvre, vous la faites bien, vous la faites mal, ou vous la faites pas du tout. Les trois se valent. D'accord? Vous voyez, c'est intéressant. Déjà, le pas fait équivaut au faire. Ça, c'est très zen aussi. Mais je rentre pas dans les détails, mais ne rien faire, en fait, c'est faire quelque chose. Et ça va produire des œuvres. C'est quand même pas le nihilisme. C'est pas le nihilisme, non, pas du tout, c'est l'inverse. C'est plus le nietzschéisme que le nihilisme. Hein. C'est une éloge de la vie. Et c'est pas l'art conceptuel non plus. C'est-à-dire que ça n'est pas une dématérialisation de l'œuvre. Les objets restent présents. On est bon, les amis? Merci à vous. Merci à vous. Merci.